Après l'exfiltration inédite, totalement hallucinante du maire d'Alès par le RAID, la DZ Mafia qui ne cesse de s'étendre sur le territoire, la DZ Mafia qui, malgré les mesures prises par le gouvernement, eh bien, continue de menacer, de semer le trouble sur le territoire. Je le disais, le gouvernement avait pris des mesures, comme la création des prisons de haute sécurité. Et justement, c'était il y a tout juste un an, le 22 juillet, la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, a accueilli ses premiers détenus, dont des cadres majeurs présumés de la DZ Mafia. Le sujet est signé Sarah Varny et on en parle ensuite. Depuis un an, derrière ces hauts murs de la prison de Vendin-le-Vieil, 100 des détenus les plus dangereux de France sont incarcérés, dont plusieurs chefs présumés de la DZ Mafia. Dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée, une unité ultra sécurisée, quasiment hermétique, avec presque 3 surveillants pour un détenu. L'objectif, isoler les détenus et les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles depuis leur cellule. Un régime qui a fait ses preuves, selon David Lacroix, secrétaire du syndicat AFO Justice. Comme leurs appels téléphoniques sont très restreints, ils sont limités à 4 heures par semaine et écoutés, et comme il n'y a aucun téléphone portable qui traîne dans les cellules, je peux vous dire que oui, leur business et leurs petits préparatifs sont mis à mal. Mais au cours de l'année, ce régime carcéral a présenté certaines failles depuis colmatées, comme l'explique David Lacroix. Les détenus s'adaptent de manière continue, donc ça a fait, donc ça a pensé. Donc oui, les failles, c'était les appels téléphoniques via des associations humanitaires ou d'aide aux soins, ou par leur avocat qui montait des lignes parallèles, comme on a pu le voir chez un membre de la DZ Mafia, et cet avocat est depuis incarcéré. Après Vendin-le-Vieil et la prison de Condé-sur-Sarthe, 4 nouveaux quartiers doivent ouvrir, dont celui de Réau dans les prochains jours. Alors, cette prison visiblement efficace pour couper les échanges entre les narcotrafiquants les plus importants et le reste du territoire, mais ça n'empêche que la DZ Mafia, elle continue à étendre son réseau. On va en parler. Mais avant, alors Najoué El Haïté, vous êtes avocate, c'est très intéressant parce que vous la connaissez, cette prison de Vendin-le-Vieil. Vous y êtes rendue, notamment pour aller rencontrer un client. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez pu observer de cette prison de haute sécurité, son efficacité ou peut-être aussi ses failles que vous avez constatées ? Je vais en effet vous raconter, donc j'arrive en effet dans cet établissement de haute sécurité pour aller voir un client, et la première chose qu'on fait, c'est d'ailleurs, même quand vous êtes avocat, naturellement vous êtes, on vérifie si vous n'avez pas des choses que vous pourriez apporter à votre client. Donc il y a cette vérification qui est faite, et l'agent pénitentiaire m'interpelle et me dit maître, vous savez, le client que vous allez voir, il se vante de faire passer des messages à l'extérieur par ses avocats. Alors, autant vous dire que moi, j'étais interpellée parce que moi, j'ai des règles déontologiques, vous voyez, et au-delà des règles déontologiques, je respecte quand même des principes que je m'impose à moi-même. Et je lui dis, mais pour qui vous me prenez, en fait ? Elle me dit, en tous les cas, moi, je vous alerte. Parce que certains, alors naturellement, heureusement pas tous les confrères, certains de vos confrères font passer des informations ou se permettent de faciliter des messages à l'extérieur. Bon. Et là, voilà. Donc déjà, on vous interpelle comme ça. Donc humaine. déjà, la douche froide, parce que je suis désolée, la majorité de mes confrères, alors oui, il en existe certains, les faits divers en ont parlé, certains confrères qui ont fait des choses qu'il ne faut pas faire, mais la majorité de mes confrères respectent nos règles déontologiques. Donc déjà, vous avez cette douche froide. Ensuite, je vais voir mon client, qui est extrêmement surveillé, parce que très dangereux. Vous avez la brille, une quinzaine d'agents de la brille derrière la porte, donc derrière la salle du parloir. Gros narcotrafiquant, donc, pour recontextualiser. DZ Mafia, peut-être ? Il se dit apparenté à la DZ Mafia. Et là, vous avez un jeune homme qui s'exprime très bien,
qui s'est... Alors, je vous arrête, parce que ça, c'est intéressant, puisqu'on n'a pas forcément en tête les profils, ou alors on se dit, ce sont des profils de cette jeunesse qu'on a pu voir casser, notamment lors des émeutes. On voit très bien la sociologie. Et là, vous me dites, non, le narcotrafiquant que moi j'ai été rencontré à la prison de Vendin-le-Vieil, c'est pas du tout quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, ce n'est pas du tout quelqu'un qui n'est pas élégant, c'est tout le contraire. Ah, tout le contraire. C'est incroyable. Moi, je vais vous dire, j'ai été frappée par sa jeunesse et j'ai été frappée par la manière dont il s'est présenté à moi, c'est-à-dire très courtois, s'exprimant très bien. Alors, je vais être un peu directe, excusez-moi, c'est mon tempérament. Moi, je m'attendais à avoir un wesh-wesh, c'est-à-dire un client qui met pas les formes, qui est un peu... voilà. Qui n'a pas les codes sociaux. Qui n'a pas, en effet, comme disait Naïma, les codes sociaux. Eh bien, les codes sociaux, il les avait parfaitement. Et donc, déjà, j'ai été interpellée par cela. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire qu'ensuite, je n'ai pas souhaité continuer à représenter ses intérêts. Et là, j'ai reçu de manière indirecte, par ses proches, des menaces. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que la DZ Mafia, ou les gens qui sont apparentés à la DZ Mafia, menacent les directeurs de prison, menacent les magistrats, mais menacent aussi les avocats. Qui ne veulent pas les défendre. Mais bien sûr. Et moi, j'ai reçu des messages... Et vous ne voulez pas le défendre, pourquoi à ce moment-là, ce narcotrafiquant qui pourtant... s'exprime bien, est élégant, et vous vous dites hors de question que je défende. Parce qu'il me demandait il essayait de me demander des choses que déontologiquement je ne ferais jamais. Il essayait de vous corrompre. Tout à fait, et de m'utiliser pour informer à l'extérieur, alors que ce qui est vrai, c'est ce que disait l'agent pénitentiaire, ils n'ont pas le droit de passer des coups de fil à l'extérieur. En tous les cas, c'est extrêmement surveillé. Au niveau des téléphones clandestins, là aussi, c'est extrêmement surveillé. Donc, il utilisait, et en tous les cas, il tentait d'utiliser ses avocats pour contourner ces interdictions. Et moi, j'ai refusé. Et le fait d'avoir refusé, j'ai été menacée. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé, il m'a envoyé, mais de manière indirecte, parce que c'est toujours fait de manière mais vous avez bien senti que c'était lui qui vous menaçait. Et ce qui est terrible, je vais vous dire, c'est qu'il m'a fait envoyer une photo d'un logiciel où il y avait l'adresse de certaines personnes, donc sous-entendu la corruption de certains agents. Voilà, donc j'avais une photo comme ça pour dire je peux savoir où vous habitez, je peux connaître votre adresse personnelle. Et autant vous dire, incroyable. Ça a confirmé le fait que je devais vraiment prendre mes distances. Najwa El Haïté, témoignage incroyable. Vous êtes assise à côté d'un grand flic, Christian Flech, ancien patron de la PJ. Ça ne vous étonne pas ce que vous raconte Najwa El Haïté, c'est-à-dire ce narcotrafiquant qui au fond présente très bien loin de l'image que nous pourrions nous en faire et qui tente de corrompre à tout va. Et là, on le voit, les avocats. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ça a commencé quand le grand public a découvert ce que la police connaissait depuis longtemps, c'est-à-dire la situation dans les prisons. On l'a découvert au moment de l'évasion d'Amra. On a découvert que Amra était un détenu qui avait 9 téléphones dans sa cellule et qui continuait depuis sa cellule à diriger son trafic et à commanditer des meurtres qu'il suivait même en vidéo depuis sa cellule. Donc, je trouve que, puisque vous parlez du bilan, le bilan de ces quartiers de haute sécurité, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, je crois que c'est le titre exact, c'est un vrai besoin, parce qu'on a besoin que dans une prison, il n'y ait plus de contact avec l'extérieur, qu'il n'y ait plus la possibilité d'avoir des téléphones portables. Mais ça se fait comment ? Ça se fait en mettant la surface qu'il faut et le nombre d'agents pénitentiaires qu'il faut. Ça veut donc dire qu'ailleurs, il y a une surpopulation et un taux d'encadrement qui est insuffisant. Ce taux insuffisant d'encadrement amène une corruption parce que les agents pénitentiaires, ils ont peur aussi. Mais en même temps, ça n'empêche pas aujourd'hui le trafic et la DZ Mafia de se répandre partout sur le territoire. On va en parler avec le maire d'Alès. On voit bien que même si vous incarcérez de manière très ferme les narcotrafiquants, les 100 narcotrafiquants les plus dangereux, on se souvient des mots de Gérald Darmanin, ça n'empêche pas le trafic. Parce que c'est un business et que s'il y en a un qui est incarcéré, il y en a un autre qui va reprendre le business. Voilà.
Et puis c'est une pieuvre. Enfin, la pieuvre, la pieuvre, c'est... oui, vous qui connaissez bien ces quartiers qu'on appelle réputés difficiles, ou en tout cas gangrénés par le narcotrafic. Moi, j'ai le sentiment de mon observation, c'est qu'on a pris aujourd'hui conscience de ce phénomène, mais tant que c'était concentré sur les quartiers... Les quartiers, ça a commencé il y a une quarantaine d'années, le business du cannabis, etc. Alors aujourd'hui, on a aussi des gens qui, effectivement, comme disait Najwa, sont bien sous tout rapport, ont les codes socioculturels, présentent bien, qui ont pris en fait le pouvoir pour organiser ça que j'ai appris ce soir, différemment. Mais quand on parle aussi de corruption, moi je me souviens, et ça m'avait vraiment... choqué que des magistrats de Marseille, on en a parlé tout à l'heure avec M. Flech, c'est qu'ils ont dit clairement, nous sommes en voie de mexicanisation. Et ça, on va y revenir largement. Ils ont parlé justement de toute cette corruption, de greffiers, d'agents pénitentiaires, d'avocats, d'ailleurs des avocats ont été arrêtés. De policiers. De policiers, merci. Donc aujourd'hui, je dirais même qu'on est dans une mexicanisation. Parce que quand on parle de cartélisation, c'est effectivement... l'organisation plutôt. Mais là, c'est l'État qui est en train d'être déstabilisé. Et encore une fois, il ne faut pas oublier les gros bonnets. Mais les gros bonnets, ils embauchent qui? Des wesh-wesh, comme dirait Najwa, des gamins, des mineurs. Aujourd'hui, c'est des 10-11 ans qui sont enrôlés dans le trafic. Et pourtant, regardez, il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, une réaction à la hauteur de ça, et notamment en lien avec les parents. Christian Flech. Le sujet, c'est effectivement que l'État est en train de perdre la main sur un certain nombre de choses parce que l'argent est là et que l'argent permet de corrompre. Donc on découvre que des policiers peuvent avoir accès à des fichiers et donc des renseignements. On découvre que des greffiers, c'est le point central qui permet d'avoir même des défauts de procédure parce que les procédures ne sont pas transmises en temps et en heure et donc la procédure est annulée. On découvre que des magistrats peuvent être approchés. On voit que les maires aussi sont attaqués. Mais Najwa El Haïty, on va revenir au maire d'Alès. Je reviens à votre expérience d'avocate. Comment est-ce qu'il a tenté de vous corrompre? C'est-à-dire que vous avez une déontologie, donc vous avez dit non, c'est la ligne rouge. Tout à fait. Comment ils font pour finalement faire céder les uns ou les autres, que ce soit des avocats, et on peut imaginer aussi d'autres agents de la fonction publique qui peuvent eux aussi être corrompus. On peut tout à fait l'imaginer, Bruno Retailleau l'avait d'ailleurs souligné. Mais par quels moyens ils essayent de corrompre? Enfin, lui, en tous les cas, était très séducteur, faut le savoir, très très séducteur. Et au-delà de la séduction, il y a aussi une question d'honoraire. Enfin, on va pas se le cacher. Mais lui, il était plus vis-à-vis de moi dans la séduction. Donc, il m'envoyait régulièrement des courriers au cabinet. Il essayait de m'amadouer, etc. Sauf que de créer un vrai lien, plus professionnel, tout à fait, mais peut-être amical, voire plus. Et le danger, c'est à ce moment-là. Ils savent faire, c'est-à-dire tout de suite la relation amicale. Ils vous tutoient, ils vous appellent par votre prénom. Enfin, il y a tout ça. C'est toute une stratégie qu'ils savent mettre en place.